Alors avec tous les travaux qui ont été menés à l'île de Pâques, donc on est maintenant dans une situation assez bien établie. Ces gens ont de tout temps démonté avec des cérémonies leurs monuments pour les reconstruire, et c'est sans doute un jeu de pouvoir et de structure sociale qui nécessitait de faire régulièrement ces preuves. Mais la dernière période, on voit très bien qu'on arrête le système, on démonte toujours les monuments selon les procédés ancestraux, mais cette fois-ci, en plus, on les scelle et on ne reconstruit plus de nouveaux monuments. Et on voit très bien qu'on se dirige avec la cérémonie de l'homme-oiseau qui a été vue par des témoins au XIXe siècle, on a réappelé le vieux fond, le vieux panthéon de Dieu qui vit dans un ailleurs pour le réactiver. Et le personnage qui va représenter à ce moment-là les divinités, on l'appelle l'homme-oiseau, le Tangata Manu. Pourquoi l'oiseau? Puisque les oiseaux migrateurs sont les messagers des dieux, et cette cérémonie se fait au moment où les oiseaux migrateurs reviennent au printemps, et il s'agit de trouver le premier œuf de l'oiseau migrateur, etc. Donc il y a vraiment toute une liaison avec une symbolique extrêmement vieille, extrêmement forte, donc ce n'est pas la création d'une nouvelle religion, c'est des accents qu'on va déplacer. Les ancêtres avaient un pouvoir énorme et on essaie d'étouffer le pouvoir des ancêtres et on garde le fond divin qui va reprendre les choses en main. Pourquoi? On n'a pas la réponse pour le moment, mais il y a quand même une chose qui est assez évidente, puisqu'on se constate que des phénomènes comparables, pas exactement les mêmes, mais comparables, se sont passés à Tahiti avec le dieu Oro, qui est le dieu de la guerre, qui va reprendre le pouvoir, avec une caste guerrière qui va un peu s'imposer, et ça va finir par faire une royauté propre à l'ensemble de l'archipel. On voit des phénomènes comparables à Tonga, et on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être en partie une réponse nécessaire à des développements démographiques. La démographie, c'est quelque chose d'assez compliqué, surtout la paléodémographie, mais on sait qu'il y a des modèles qui existent, montrent que quand on occupe une nouvelle terre qui est vierge, le développement démographique au départ est très lent, et puis tout à coup il y a un accroissement, c'est une progression géométrique et pas arithmétique, et à un moment donné il y a un problème démographique. Alors ce problème a plusieurs réponses, ou bien on chasse une partie des populations qui n'a qu'à aller chercher ailleurs, et ça a peut-être été un des moteurs. J'en ai pas la preuve, un des moteurs de la recherche d'autres îles dans ce Pacifique pour le développement de cette population. Et l'autre solution, c'est de changer les stratégies de structure sociale pour gérer globalement les ressources, plutôt que de laisser chaque petit clan avec ses ancêtres qui s'occupe de son lopintet et qui dilapide un peu toutes les ressources à son propre profit. Je pense que c'est réellement ce qui s'est passé à l'île de Pâques. On a réellement voulu faire une globalité. Il y a un dieu, Makemake, c'est un des dieux du Panthéon, ce n'est pas une religion monothéiste, un des dieux du Panthéon qui est réappelé. On fait une cérémonie annuelle pour désigner quelqu'un qui, tout à coup, a son pouvoir, non plus de par sa naissance, c'est quand même par sa naissance parce que ce n'est pas réservé à n'importe quelle personne de la population, mais qui doit son pouvoir à une sorte d'élection à travers une sorte de compétition qui n'a plus rien à voir avec les lignages, donc qui transcende les lignages. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les seules statues qu'on va encore fabriquer au moment de ce changement, elles vont rester dans le volcan Caria, elles deviennent une communauté, les ancêtres sont maintenant communs à l'ensemble. Après tout, on connaît un phénomène comparable avec la chrétienté, ils se sont trouvés devant des sociétés ici en Europe très fortement portées sous les ancêtres aussi, c'est très embêtant. Et on a créé les saints. Et les saints, ce sont des morts, ce sont des humains, mais on les retire de leur lignage en quelque sorte symboliquement pour en faire quelque chose de commun à l'ensemble de la population et pas nécessairement à leurs descendants ou à leurs héritiers. Et donc, ce n'est pas le même phénomène, bien sûr, mais c'est quelque chose de comparable. Ça marche qu'à moitié, parce qu'on fait toujours les morts quand même. Mais avec les prêtres qui insistent, non, là, tout ça, c'est la fête des saints. Mais il y a une tentative de casser la force des ancêtres, de toute façon. Même si les chrétiens ne sont pas très conscients que ça s'est passé comme ça, mais si je fais une petite analyse, non pas ici de critique, mais je fais une analyse un peu anthropologique, les saints, c'est des super morts qui sont hors lignage, en quelque sorte. Et je pense qu'il y a des phénomènes comparables, pas les mêmes, mais comparables à l'île de Pâques. Et à partir de là, je me suis trouvé confronté avec une série de problèmes, parce qu'on m'a dit, mais tu devrais interroger les Pascouans,
parce qu'après tout, c'est ce qui se passait encore dans les années 1860, au moment où les tout premiers missionnaires sont arrivés. C'est dans les années 1860 qu'il y a eu pour la première fois des Occidentaux qui sont installés à demeure à l'île de Pâques. C'était d'abord un prêtre seul et puis quelques-uns, parce que c'était encore très réduit, mais ils vont très très vite christianiser toute la population. Et on se dit, mais ils ont encore été témoins de cette dernière cérémonie, donc il y a moyen de trouver encore quelque chose à raconter dans tout cela. Alors, c'est exact, pour ces tout derniers soubresauts, on n'en connaît pas du tout les tenants aboutissants, mais il y a quand même un petit bruit de fond qui traîne, et on a quand même un minimum d'éléments, et on comprend l'importance de ce dieu Makemake, et on comprend un peu le système de cette compétition annuelle qui se passait sur ce volcan au sud-ouest de l'île pour désigner un homme-oiseau qui n'avait sans doute pas de pouvoir réel, mais qui était un personnage hyper tabou et qui symbolisait une unité politique pour l'ensemble de l'île, donc une unité sociale et économique. Voilà. Mais non, pour les périodes plus anciennes, c'est un problème parce que, par exemple, Catherine Routledge, au début du XXe siècle, a enregistré une série de récits des populations du moment qui racontaient comme ça, mais moi je me souviens très bien, mon grand-père se rappelle de l'époque où on a jeté les statues au sol et ça faisait un bruit de tonnerre. Et d'ailleurs, le grand monument là-bas, c'était une femme qui avait été mangée par un autre clan. Il y a toujours le mythe du cannibalisme, dont on n'a pas de trace d'un point de vue anthropologie physique d'ailleurs, et que pour se venger, son clan est allé renverser la statue des autres, donc il y a eu des compétitions et des guerres, et on a tout détruit. Or, lorsque l'on fouille, c'est pas du tout ça qu'on trouve. On trouve des monuments démontés et les statues soigneusement préservées, même si elles sont couchées au sol. Donc, il y a tout à coup un problème entre les faits archéologiques et ce qui est raconté dans les traditions. Alors, c'est difficilement admissible, et il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas un élément qui est faux et l'autre qui est vrai. C'est deux réalités différentes, mais qui ne vont pas immédiatement aller ensemble. Et ça, c'est une chose très difficile à faire comprendre, surtout de la part de beaucoup d'ethnologues. C'est l'île de Pâques qui a souvent été réputée comme inaccessible à l'archéologie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sédiments, tout est en surface, donc on n'a plus qu'à interroger les Pascouans. Ben, il se fait que non, et qu'on trouve tout à fait autre chose. Alors, je me suis un peu battu pour tout cela, parce que je pense qu'il faut être conscient que les mythes et les légendes racontent d'abord une conception du monde plutôt que des faits historiques. Et lorsqu'on veut faire coller des mythes et des légendes à des faits historiques, on se casse toujours la figure. Et donc, ce que les Pascouans nous racontent, là, au début du XXe siècle, c'est une histoire reconstruite. Ce n'est pas un mensonge, c'est vraiment une histoire reconstruite parce que ces gens ont été décimés à la deuxième moitié du XIXe siècle. À ce moment-là, il restait à la fin du 19e 111 habitants sur l'île. Heureusement, il y avait une diaspora qui avait été évacuée dans d'autres îles et qui est revenue réalimenter tout le contenu culturel. Mais ces gens ont perdu toute leur intelligentsia, tous leurs prêtres, leurs rois, etc. Et ils doivent se reconstruire et ils interprètent les vestiges qu'ils retrouvent sur leur île, en quelque sorte. Et la première impression, c'est que c'est détruit. Et donc, ils reconstruisent quelque chose qui n'est pas de la fabulation, qui est une manière de se reconstituer une identité culturelle à la suite de tous ces événements. C'est un phénomène archi connu dans le monde, dans l'absolu, qui est une nécessité culturelle fondamentale, et je rêve toujours un jour qu'il y ait un anthropologue qui a envie de comprendre la construction du contexte culturel d'aujourd'hui, qui date de cette fin 19e, début 20e siècle et qui a été reconstruit. Et j'ai profité d'un témoignage extrêmement important de Thor Heyerdahl, le fameux explorateur norvégien, celui qui avait cru à l'origine américaine des Polynésiens et qui avait fait la traversée sur son radeau. Bon, je passe sur cette histoire-là, qui était un peu cocasse parce qu'il a dit que comme il avait su faire le voyage, c'est que le voyage avait existé. Non, pas parce que c'est possible que ça existait historiquement, c'est un autre problème. Mais Thor Heyerdahl, à la suite de cette expédition du Kon-Tiki, a lancé des campagnes de fouilles, il a engagé des archéologues de renom de l'époque, a fait des campagnes de fouilles à l'île de Pâques, et pendant que les archéologues qu'il avait engagés, qui venaient des États-Unis et de Suède, travaillaient sur le terrain, lui s'est intéressé, c'est un humaniste en quelque sorte, s'est intéressé à la population, et les habitants de l'île de Pâques, dans les années 50, lui ont dit « Mais toi, tu es un homme de confiance, tu nous écoutes, tu parles avec nous, on va te confier un secret qu'on n'a jamais raconté à personne. On va te montrer nos grottes secrètes familiales. » Bon, alors on emmène dans des petites cavités basaltiques, c'est des tunnels de lave en quelque sorte, et il tombe là sur quantité de petites sculptures en pierre, dans du basalte, assez grossières, de facture, avec des thématiques tout à fait invraisemblables, la Vierge Marie,
un âne, un cheval, tout ça n'existait pas à l'époque traditionnelle, mais quand même encore des petits moaïs, hein, des statues miniatures. Donc il y avait un mélange d'une iconographie traditionnelle et de choses beaucoup plus modernes, de leur vécu du quotidien. Et ils expliquaient que c'était des grottes sacrées, et que c'était extrêmement important. Alors Heyerdahl s'est posé la question, est-ce qu'ils se foutent de moi? Ben, il dit non, parce qu'ils sont là avec une naïveté déconcertante, ils ne me demandent même pas de l'argent pour ça, ils ne veulent pas me les vendre, rien du tout. Et puis ils me disent d'ailleurs eux-mêmes, ça c'est moi qui l'ai sculpté hier, ça c'est mon grand-père qui l'a fait il y a quelques années, donc c'était quelque chose de contemporain. Il a mis le doigt en fait sur quelque chose d'étonnant, et dont je n'ai pas beaucoup d'autres comparaisons en Polynésie, ces gens qui, après avoir été christianisés, après avoir connu presque la disparition totale suite aux événements, maladies importées, etc., au XIXe siècle, étaient en train de se reconstruire une culture avec un syncrétisme étonnant de ce qu'ils avaient encore en mémoire de l'iconographie qu'ils voyaient à travers leur île et des temps modernes avec des animaux qui dorénavant étaient sur l'île, comme des chevaux, la culture chrétienne, la Vierge à l'enfant, etc. Ils étaient en train de reconstruire quelque chose qui, d'un point de vue purement artistique, était assez naïf, mais qui, d'un point de vue culturel, me paraît extrêmement fondamental. Et ça, c'est un vrai rapport que l'on peut établir entre l'archéologie et l'anthropologie. L'anthropologie va atteindre le contexte culturel du moment, qui a une histoire, et cette histoire a toujours un héritage du passé, mais ce n'est pas une liaison immédiate, et on a d'autres choses à raconter sur le passé, et le présent est expliqué en partie par le passé, mais le présent explique très difficilement le passé. Ça, c'est un mur, malheureusement, que nous avons, et qui est une bataille méthodologique qui est toujours en cours. Certains ne parviennent toujours pas à comprendre ça. Je ne parle pas des professionnels de l'anthropologie et de l'archéologie, mais dans certains milieux, comme ça, surtout aujourd'hui, on a l'impression que seuls les indigènes peuvent connaître leur propre histoire, etc., etc. Et donc, il y a une sorte de mur qui est presque moral, qui nous empêche de fonctionner pleinement. Or, je crois que c'est un phénomène important. Et ce qu'on a souvent appelé les petites babioles qu'Heyerdahl a trouvées sont en fait des phénomènes de résilience extrêmement fondamentaux. Et aujourd'hui, ils ont une image de leur passé qui n'est pas quelque chose acheté à la poubelle, parce que c'est l'essence même de leur contenu culturel d'aujourd'hui, mais ce n'est pas le passé réel, c'est une interprétation de certains éléments du passé qui leur sont restés. Et donc là, c'est une bataille qui a été extrêmement compliquée à mener et qui est toujours en cours, y compris avec la population locale. Ils me disent, mais tu racontes ce que tu veux avec tes fouilles. Nous, on sait bien, nos grands-pères et nos parents nous ont raconté que c'était comme ça. Et ma grand-mère était derrière une prêtresse et ainsi de suite. Et je dis, mais vous avez raison. Mais non, tu dis le contraire. Oui, mais moi, je vous parle d'autre chose et ce n'est pas contradictoire. C'est très difficile à faire passer auprès de la population et c'est un phénomène qu'on rencontre partout dans le monde aujourd'hui, hein, très clairement.